Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français dans le Pacifique Sud. Elle est réputée pour ses plages bordées de palmiers et son lagon. Nouméa, la capitale, abrite des restaurants d'influence française et des boutiques de luxe à la mode de Paris. Histoire. Elle fut découverte par l'explorateur britannique James Cook, qui la baptisa New Caledonia en raison de la ressemblance de ses côtes avec celles de son Écosse natale. Calédonia est le nom latin de l'Écosse. C'est sans doute en apercevant à la longue vue ces îlots, ces buttes de terre rase au-dessus des flots que James Cook se dit « Tiens, ça me rappelle quelque chose, on dirait l'Écosse ». Et voilà comment est née la Nouvelle-Calédonie. Par analogie entre deux côtes géographiquement opposées et séparées par près de 20 000 km. À 20 000 km de la France, à 1500 km de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie doit son nom à un navigateur anglais, James Cook, qui en 1774 vit une ressemblance avec son Écosse natale, la Calédonie. Mais avec un climat très différent. Le capitaine Cook y a été le premier Européen qui ait foulé le sol de cette terre qu'il a lui-même baptisée la Nouvelle-Calédonie, parce qu'elle évoquait par ses montagnes, et par ces montagnes très verdoyantes, les paysages écossais qui lui étaient familiers. Ensuite, nous arrivons aux Français. Et chaque fois, ça commence comme ça. James Cook découvre une grande île dans le Pacifique et la nomme New Caledonia parce que ses côtes lui rappellent celles de son Écosse natale. C'est ce qu'on vous a toujours dit, ce qu'on vous a appris à l'école. Et puis un jour, vous découvrez que personne ne sait d'où vient cette histoire et que Cook n'est pas né en Écosse. Et peut-être que ce n'est rien, juste une phrase. Mais c'est la première de notre histoire commune. Journal de James Cook à bord de la Résolution. Vendredi 2 septembre 1774. Vent modéré sud-est et est-sud-est, temps nuageux mais beau. Cap tenu jusqu'à midi 24 degrés ouest, distance 101 000. Samedi 3. D'abord brise douce et beau temps, puis nuages et brumes avec averses et petit temps, proche d'une accalmie. À 17h, le ciel s'éclaircit. Dimanche 4. À 8h, alors que nous gouvernions sud, nous découvrîmes une terre. Elle apparut haute et montagneuse.
smoking. There are nobody smoking. It's a good place to smoke here because there's not so much wind. Yeah, here is all right. The view is I like also to look very far away, so you can see very far away. I like it. Sometimes even the rough wind is, rough weather is nice. Only when it starts to, how to say, when you can't sleep good, then it's bad. So you are always tired, and then sleeping, eating, and washing. If it's difficult, then it's bad. But I like wind also. It's okay. The next contract starts in October. Then then it starts very bad weather always. Every trip rolling, raining. That's my life. Committee clutch 2 and 3, please. Okay, thanks. Port 3, please. Port 3. Port 3. Port 3 on. When you're a captain, do you have time to look at the coast? Yeah. As you're going along, you're sort of looking all the time to see how it matches up with the charts. So you're just checking to make sure you're in safe water. I told you about this legend about James Cook giving New Caledonia its name because he thought its coast looked like Scotland's. Do you think it's likely, or what? Yeah. Anywhere in Scotland, or anything that reminded him of voyages he made, he'd have used that. So yeah, I think it's extremely likely that that's what he did. Did you have the occasion to sail in the South Pacific? Or? Yes, mainly going across from likes of Panama to Australia. It's a big ocean. So is there any place around these areas that reminded you of home? No, it was all far too sunny. Far too warm. Well, saying that, the only place that was anywhere near home was Tasmania. That's only because we were down there in winter time and it was wet and windy. So. Port 5. Port 5. Port 5. Port 5 on, thanks.
Lundi 5. Il fut nécessaire d'armer les chaloupes comme 10 ou 12 pirogues nous entouraient. Nous les avions observées venir de plusieurs points du rivage toute la matinée. L'officier me rapporta en avoir abordé 2 et que les gens à bord lui avaient offert du poisson. Dans l'une se trouvait un robuste jeune homme dont il comprit qu'il était un prince ou un chef. Au début, ils furent un peu timides, mais il ne fallut pas longtemps avant que nous parvenions à convaincre les gens dans l'une des pirogues de se rapprocher assez pour recevoir des présents, que nous leur descendîmes grâce à une corde à laquelle ils attachèrent en retour 2 poissons dont l'odeur était intolérable. Ces échanges mutuels suscitèrent bien vite une sorte de confiance, au point que 2 d'entre eux s'aventurèrent à bord, et qu'aussitôt après, ils remplirent le navire. Ils se montrèrent curieux du moindre recoin du bateau, qu'ils observèrent avec grande attention. Ils n'avaient pas la moindre connaissance des chèvres, des cochons, des chiens ou des chats, et pas même un nom pour l'un d'entre eux. Nous accostâmes une plage de sable devant un grand nombre de gens qui s'étaient rassemblés, sans autre intention que de nous voir, puisque beaucoup n'avaient pas même un bâton en main, en sorte que nous fûmes reçus avec grande courtoisie. Je fis des présents à tout ce que mon ami m'indiqua. Le chef réclama le silence, fut aussitôt obéi, puis fit un bref discours. Il était extraordinaire de voir avec quelle attention ils étaient écoutés, et le silence profond qu'on observa. Tandis que nous étions avec eux, nous nous enquîmes par signe d'eau potable. Certains indiquèrent le rivage vers l'est, d'autres vers l'ouest. Mon ami offrit de nous y mener et embarqua avec nous à cette fin. Nous fûmes menés à un petit village aux maisons éparses. C'était au-dessus des mangroves, où la terre d'un côté de la rivière était savamment cultivée et parcourue de plantations de sucre, ignames et autres racines, elle-même irriguée par de petits canaux, conduits avec art depuis le principal cours d'eau, dont la source était aux montagnes. Ici, nous vîmes des cocotiers qui ne semblaient point trop chargés de fruits. Nous entendîmes le cri de coq, mais n'en vîmes aucun, ou quoi que ce soit qui nous incite à croire
qu'ils aient autre chose à nous offrir que leur bonne nature et un traitement courtois. En cette matière, ils dépassaient toutes les nations que nous avions jusqu'alors rencontrées. Et bien que cela ne nous remplisse pas le ventre, cela nous apaisait l'esprit. Il y a une chose qui revient beaucoup dans son journal, c'est la façon dont il se sent accueilli, en sécurité, en paix. Voilà. C'est vraiment... Ah oui. Et il va même jusqu'à dire qu'il n'a pas vraiment eu cet accueil-là, enfin, là où il est passé, où il a traversé. Et l'accueil qui lui a été réservé ici est assez particulier. Dans le sens où les gens sont quand même venus, ils ont monté sur le bateau, ils ont été même jusqu'au bateau, ils ne sont pas intéressés aux choses du bateau, ils étaient par curiosité, quoi. Ils se sont mis à mordre dans les clous et tout ça, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un intérêt particulier, ils ne savaient pas trop ce que c'est un bateau, c'est plus une question de curiosité. Ils sont tout de suite redescendus et ils ont rattrapé leur pirogue et ils sont repartis. Et à Cook après d'initier en fonction de ce qu'il voulait, s'il voulait monter à terre ou pas. Et c'est la décision qu'il a prise, puisqu'il est venu un peu pour ça. Et les vieux, vous en parlez beaucoup de ça? Non, pas forcément le fait que Cook aurait décidé. Mais le papa, lui, il a parlé juste du fait que le chemin que Cook a pris de partir du bateau jusqu'à la chefferie, comme on dit, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça peut être que celui-là. Puisque même nos vieux en mer, ils ont toujours une orientation. Ils orientent toujours les choses vers la chefferie. En mer, en montagne. Et c'était comme ça les choses à partir de nos vieux. Il y a toujours une orientation qui est donnée dans la façon de se comporter, dans la façon de... Et ils jouent en fonction de ça, ils font les choses en fonction de ça. Donc il y a toujours une orientation prédéterminée, quoi. Donc tu fais ça, mais alors tu rentres là. Mais tu bouges, mais tu es étranger, tu n'es pas étranger, mais tu rentres là. Il y a une forme de discipline qui ne dit pas son nom, mais qui est pratique, qui est plutôt vécue dans la pratique. Alors, nachi par... Donc voilà. Donc le papa il disait, mais quand il est... Enfin, c'est juste ce qu'il m'a dit lui, c'est que... Enfin, ce qu'il nous a dit lui, c'est que le Cook, il n'est pas arrivé dans un endroit désert où... Non, il a bien trouvé une organisation. Et ce qui lui a permis de faire ce qu'il voulait, en toute tranquillité, puisqu'il a eu l'autorisation de la chefferie pour faire ce qu'il devait faire. Et puis de repartir tranquillement, quoi. Ouais, donc l'histoire de son journal, c'est l'histoire d'une rencontre qui se passe incroyablement bien, en fait. C'est ça. Puis moi j'ai trouvé, enfin, par rapport, si je compare les deux choses, par rapport au récit des vieux et ce que Cook il retrace dans son journal, c'est pour ça que je dis ça regroupe globalement. Et dit même une nuance près par rapport à des noms des lieux, des choses que Cook ne peut pas ressentir, parce que c'est un Européen. Et les choses sont ressenties plutôt par les Kanaks parce que le vivent. Donc, par exemple, quand tu lui donnes un poisson, en sachant pas que le poisson il est pourri, quoi. On donne c'est pas le truc, c'est pas le poisson, c'est l'offrande. On n'a rien d'autre. Nous, tu nous trouves, on n'a rien d'autre. On a été à la pêche, il n'y a que du poisson. Mais ils ont l'habitude de manger du poisson 2-3 jours. Il n'y a pas de congélateur. Mais c'est l'offrande. Ils ont montré à Cook leur esprit d'accueil et leur sincérité de la relation qui a été établie. Mais prends le poisson, j'ai rien d'autre. Je suis que ça. Et Cook, après, il s'est rendu compte qu'ils sentaient c'est des poissons de 3 jours. Donc voilà, c'est un exemple qui se caractérise un peu l'accueil, quoi. Ça ne se base pas sur des trucs d'intérêt. Oui, puisque nos vieux, c'était juste une question de sincérité. En plus, avec beaucoup de dignité, quoi.
On se fait petit devant l'invité parce que, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Parce que lui nous a offert quelque chose. Voilà. Mais quand tu donnes, ben, je dois te rendre bien, je dois quand même te remercier. C'est une manière de remercier le geste. Donc on te donne un poisson. Demain, on t'invite. Tu viens parce qu'il y a ce qu'il faut là-haut. À part que tu restes pas longtemps avec nous, que tu repars. Parce qu'ils l'ont fait entre eux. On a accueilli les Océaniens, les Polynésiens. On les a accueillis comme ça. On les a accueillis, je pense à peu près comme Cook. Quand ils sont arrivés, on ne s'est pas posé une question, c'est des gens qui arrivent de la mer. Donc on les accueille, on leur a offert l'hospitalité, et une fois qu'ils ont l'hospitalité, on les installe. On les installe, vous êtes avec nous, vous ne pouvez pas reprendre la mer, c'est pas possible. Et puis voilà, après les choses sont tissées. Mercredi 7. Peu après, un groupe d'entre nous s'enfuit se procurer une vue du pays, avec 2 indigènes pour nous guider par les collines. Ici, on se prend des sentiers, des endroits pas possible. Ah, on a c'est là le sentier. Cochon, terrasse de cochon. Le truc qui m'intrigue, c'est... T'as vu tous les arbres qu'il y a là? Il y a 2 là. Mais je pense pas qu'à l'époque il y avait ça. Peut-être lui, il a imaginé, il a fait. Hein? Ici à l'époque, c'est quoi? Non. Sinon ça, oui. Parce que ça, c'est un bagnon. Sinon les autres, je vois pas si ça a rapport à quel arbre. Oh, de toute façon, c'est pas une photo, c'est un dessin. Ouais, c'est un tableau. Les plaines de la côte où nous avions mouillé apparaissaient très à leur avantage depuis la montagne. Les ruisseaux sinueux qui les traversaient suivant la direction que leur avait donnée la nature, les plus petits cours savamment dirigés à travers les différentes plantations, les petits villages aux maisons éparses, la variété des essences, les bancs de sable sur la côte, coloraient tant la vue que l'ensemble aurait pu former le tableau d'une romance. De fait, si ce n'était pour la fertilité des plaines, le pays ne serait qu'un morne désert.
À force, nous parvînmes au sommet d'une montagne, laquelle nous vîmes la mer entre deux collines, à une distance considérable, de l'autre côté de l'île. Voilà ce que Cook l'a vu. Je pense que c'est ça. Oui, ça. Les deux passes, la grande plaine d'India. Là où elle commence, jusqu'à là où elle termine. Tout ça. Ah, ça fait un peu penser au Tourbière. Le Tourbière, oui. Sans la neige. En saison de pluie, oui. Ah oui, l'Écosse en saison de pluie, ça doit ressembler à l'Écosse. Avec tous les marais là. Oui. Et tu penses que c'est possible cette légende qui dit que Cook a nommé la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle ressemblait à l'Écosse? Oui, oui. Avec voilà, avec ces petites tribus indépendantes là. Oui, oui, ça doit être vrai, oui. Ça fait un peu de nostalgie pour lui aussi, loin de chez lui. Ça fait beaucoup de nostalgie pour lui. Tu penses que c'est ça? Oui. Et puis les Calédoniens, c'était plutôt des rebelles. On entend avec l'histoire avant, avec les Romains, tout ça. C'était des gens, ouais. Tatoués, c'est pas que c'était tatoués. Ouais. Des gens étaient tatoués. Les Pictes. Ah, les Pictes, voilà. J'ai vu la dernière Légion, la Légion perdue, le film. Là. Ah ouais. Oui, les Pictes. Attention, ils font penser à des Kanaks avec leurs cris. Ah bah c'était plus ou moins des Calédoniens. Oui. Quand ils courent, l'engin, ils courent pendant des heures. C'est normal que les Romains, ils ont cassé les dents avec eux. Tu crois que les Français vont se casser les dents pareil ici? Ah, ils se sont cassés les dents, oui. Ils se sont cassés les dents. C'est sûr. Des têtes surtout. Do you think James Cook could have made a reference to the antique Caledonia when he named the island? I think that seems more than likely, actually, the more I think about it. I think that any encounter with the peoples of the Pacific, peoples of the 18th century's own New World, as it were, is in some sense a kind of encounter with the European self. And and is understood in those terms as well as not only a kind of voyage or journey through space, across the great tracts of ocean, as it were, but also a kind of voyage in time, as it were, to a kind of meeting of the ancestors. The view of the island of the Pines is an interesting example here. It's actually engraved after one of Hodges' drawings. Perhaps the most striking image is the lone figure who very clearly draws, for instance, on a classical prototype. And in fact, a well-known classical sculpture and statue of the time, the Antonius. So the figure is both, on one hand, it's a kind of reference to the artist's and the engraver's knowledge of the great art of the past. But on the other hand, of course, as I say, it reinforces this idea of the encounter with the past, the encounter with a kind of classical civilization at an earlier stage of advancement. To the point that it's white. To the point that it's white. Literally, to the point that, it's almost like the marble.
Journal de George Forster, naturaliste à bord de la Résolution. Le nom général de New Caledonia fut ainsi conservé, notamment parce qu'il convenait aux bonnes dispositions de ses habitants, mais aussi à la nature du pays. Well, I think the reason that the word Caledonia comes to their mind when they visit the island of New Caledonia is because what they're seeing is quite a barren, austere environment, and yet the people they meet, the natives of New Caledonia, are hospitable, they're civilized, they're peaceful, they're welcoming, they engage in conversation, dialogue with them. They allow them to wander freely through the woods, through the island, investigating nature, collecting botanical specimens. So all the theories, and remember these guys are philosophers, their job is to philosophize this extraordinary encounter with a new world in the Pacific. The question is, what's the relationship between the development of society, of civilization, and the physical environment? And they're finding a strange mismatch, because the obvious answer is the more luxurious, the more comfortable, the more prosperous, the more civilized. That doesn't seem to work in New Caledonia. There's a strange mismatch between the civilized, gentle, docile, friendly inhabitants and the harsh island upon which they're living. So that would be what Caledonia meant at the time? Well, absolutely, because that's one of the strange, the conundrum, if you like, that's raised by the word Caledonia in the early 1770s is strongly associated with the ancient Gallic poems by the blind poet Ossian. And these poems, they're almost like Homer's Iliad. The big difference is that the world of Ossian is a mountainous, sublime, barren, harsh Scottish environment. And yet the warriors, their courtiers, and the women who surround them are polished. These people are more developed, they're more advanced, they're more gentle and social than would be expected of barbarians or savages. And I think that becomes a particular trait associated with the notion of Caledonia in the 1770s. The Melanesian people they met in New Caledonia were quite different, but it was an analogy. They were trying to grasp a culture that was totally different from the one they were familiar with. And they meant it as a compliment. To call these people Caledonians was complimentary. It's a colonial name, of course, like many of the new names given to territories discovered by Europeans in the Pacific and elsewhere in the world. But in a strange way, it's a compliment, because Caledonia was the Roman name for a country they never managed to subdue. The Romans, although the Romans defeated the Caledonians at a great battle at Mons Graupius, they never occupied or colonized Scotland. And the Scots in the 18th century were very proud of the fact that their country had never been invaded like England had been by the Romans. Journal de William Wells, astronome à bord de la Résolution. En bref, ce pays n'a rien d'une terre promise. Mais s'il y a peu à dire en faveur du pays, beaucoup le pourrait de la bonté de ses habitants. Ni leur nature bonne et amicale, ni leur hospitalité ne sont le moins du monde inférieurs à leur intégrité. Et je maudis celui qui leur donnera une raison d'agir autrement. Ah oui, moyen de sauver, je mets en bas, c'est bon. Camion. Ok.
Celui qui nous avait guidés à travers les montagnes se trouvait être là. Je lui fis comprendre que je voulais laisser à terre ces 2 cochons. Plusieurs personnes présentes me firent signe de les reprendre, mais quand ils virent que je ne le faisais pas, ils semblèrent se concerter sur ce qu'il fallait faire. Notre guide nous mena à une maison, dans laquelle étaient assis en cercle 8 ou 10 hommes d'âge moyen, à qui moi et mes cochons furent présentés. Avec grande courtoisie, on me fit signe de m'asseoir. Alors je commençai de discourir sur les mérites de ces 2 cochons, leur montrant la distinction des sexes, leur disant combien de petits la femelle aurait à la fois. En bref, d'un souffle, je les multipliai par 100. J'avais pour seule intention de rehausser la valeur du présent, afin qu'ils en prennent le plus. Et j'eus de bonnes raisons de penser qu'en une certaine mesure, j'y étais parvenu. Il y avait ici un assez grand village épars et une belle surface de terre cultivée, régulièrement disposée en plantations, la plupart de taro, et puis d'igname, de canne à sucre et de plantain. Les cultures de taro étaient joliment irriguées par de petites rigoles, continuellement alimentées par le canal principal, dont l'eau était détournée avec art d'une rivière qui coulait au pied des montagnes. Ils ont 2 méthodes pour planter et cultiver ces racines. Certaines sont disposées en plantations carrées ou oblongues, qui s'étendent parfaitement horizontales en dessous du niveau des terres adjacentes, afin qu'ils puissent les irriguer autant que nécessaire. D'autres sont disposées en billons larges de plus d'1 mètre et hauts de 80 cm, au sommet desquels se trouve une rigole étroite, par laquelle s'écoule un petit ruisseau qui irrigue les racines plantées de part et d'autre. Là où cette technique est utilisée, pas un pouce de terre n'est perdu. Sur ces plantations, travaillaient des hommes, des femmes et des enfants. Hodges belongs to a longer tradition of artist voyagers, and perhaps the kind of foundational figure in that respect is John White, who was closely involved in the management of a scheme to set up a colony at the end of the Elizabethan era in Virginia. What's interesting about these, in a way, is how they also anticipate that connection being made across time and space between the peoples of ancient Britain, specifically northern Britain, specifically Caledonia, Scotland, and the peoples of, this case, the New World of the late 16th century, that is North America, where we see this depiction of a Pict, supposedly one of the peoples who inhabited ancient Britain, known for their pictures on their bodies, but also their kind of savagery. And the text that accompanies the plate very clearly says the inclusion of these figures is to show how that the inhabitants of the Great Britain have been in times past as savage as those of Virginia. So in other words, the sense of that seems to be that actually you can therefore civilize this place. You can make, it was once, we were once like this as well. And that therefore you can, this place is worth investing in, has all this wealth and potential, and it's worth the investment because it too, it's savage at the moment, but, it can be improved without help and investment. Now that's interesting in relationship to the Cook voyages. The Cook voyages are ostensibly much more kind of objective in their kind of rationale. They're driven by philosophical interests and scientific interests, by observations on the transit of Venus, or in the second voyage, the supposed discovery of the mythical southern continent. Did it or did it not exist? And that's why they take on board astronomers and naturalists to record all this phenomena.
But at the same time, it's interesting that, you know, things like the Admiralty orders that Cook was given give explicit instruction that he's to also make notes, for instance, of commercial wealth and mineral deposits and things that are of obvious value and trading value to European society. À la langue, on dit Ndjominjo. Ndjominjo, c'est des années et des années et des années que le pays est nommé Nouvelle-Calédonie. Et dans les mémoires, et moi je dis dans ma mémoire, Nouvelle-Calédonie est liée à la colonisation. Je suis désolée pour James Cook, hein. Peut-être lui, quand il a donné ce nom Nouvelle-Calédonie, il ne s'est pas rendu compte qu'il a aliéné ce pays déjà. C'est la première aliénation, peut-être inconsciemment. Mais après, l'État français est arrivé consciemment à coloniser ce pays. Je crois que notre ressentiment est le même que le ressenti que nos vieux ont eu quand l'État français a levé le drapeau de l'autre côté de la rivière. Le drapeau français de l'autre côté de la rivière qui est à côté, là. Voilà. Parce que Balade, en fait, c'est l'endroit en Nouvelle-Calédonie où tout s'est passé. Tout s'est passé. Tout s'est passé. Il y a des fois, moi, quand je réfléchis, je me sens coupable un peu parce que ce sont mes arrières qui ont accepté tout ça. Mais on va dire que comme je dis tout pour James Cook, hein, nos vieux, c'est inconsciemment aussi. Ils ne sont pas au courant c'était pas au courant que la France était venue pour coloniser le pays. C'est l'État français a abusé de l'innocence du peuple premier qu'il a trouvé ici. En 1853, notre pays a vu flotter à Balade le drapeau tricolore. Aujourd'hui, nous relevons le défi. Pour la République de Kanaki, hip hip hip! Ouais! Hip hip hip! Ouais! Hip hip hip! Le soleil est aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire du peuple kanak. Merci au soleil. Merci à nos ancêtres d'être là. Ceux qui ont suivi péniblement le chemin de l'humiliation, des coups de pied au derrière, ceux qui ont baissé la tête, parce que chaque fois qu'ils ont levé la tête, ils se sont fait humilier. Les revendications de nos pères ont toujours trouvé en face l'administration coloniale et les gendarmes pour leur dire que parce qu'ils étaient Kanaks, ils avaient tort, quel que soit leur droit. Aujourd'hui, nous disons que notre droit, il mourra avec nous. Que Kanaki vive!
la nuance qui est intéressante, c'est marame. Ma vient de Mike, arriver. Dans toutes les langues du Nord, le A signifie le haut, en haut. A, quand c'est I, c'est en bas, qu'on dit. Et hen, c'est à l'horizontale. Et on va entendre ce mot-là qui dit marame. C'est-à-dire arriver vers le haut pour me trouver en face de toi. C'est monter vers le haut pour être ensuite égal à moi. Ça, encore une fois, c'est parce que j'ai écrit, quoi. J'ai transcrit. C'est pour ça que c'est-à-dire que toi, même si tu es arrivé de quelque part et tu veux imposer cette fameuse culture dominante par la religion ou que sais-je, n'oublie jamais que tu viens d'en bas. Tu m'as trouvé en haut, ici, chez moi. C'est grâce à cette chanson qu'on entend dire qu'il y avait des gens qui ont observé. Parce que ce que l'écrit, c'est le capitaine de bateau, c'est les gens qui étaétaient dans le bateau qui ont écrit. On s'avançait au fur et à mesure, ils décrivaient les montagnes. Il n'y avait pas d'appareil photo, ils dessinaient les montagnes, ils dessinaient les Kanaks. Ils disaient les Kanaks sont minables, ils ont un peu maigri, ils ont plus de dents devant. On a des écrits de ça. Mais il n'y a jamais quelqu'un sur la plage qui a écrit comment le bateau il est arrivé. Ils se sont avancés, ils étaient tous moches, tous comme des poulets, parce qu'ils étaient tous blancs. Non, personne n'a dit ça. Parce qu'il n'y avait personne. Et cette chanson, c'est la seule qui décrit, qui écrit l'arrivée de ces bateaux vus de la plage. C'est ça qui est intéressant pour moi. Ouais. Pendant ce temps, je fus à terre, et en vertu de ce que nous étions les premiers découvreurs de ce pays, j'en pris possession au nom de Sa Majesté. Et pour preuve supplémentaire, je fis graver une inscription mentionnant la date, le nom du bateau, etc., sur un arbre épais près du rivage. Ceci fait, nous retournâmes à bord. Puis hissâmes toutes les chaloupes afin d'être prêts à prendre la mer au matin. Tous nos efforts pour obtenir le nom de l'île entière demeurèrent vains. Je nommai la terre que nous venions de découvrir New Caledonia. Capitaine,